Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Steve et bonjour à tous nos auditeurs pour cette trêve des confiseurs qui est aussi le moment le plus élevé de Hanouka, et c'est quelque chose de très important pour nous. En effet, Hanouka Sameach Alexandre, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mondovision, l'émission de géopolitique de Radio J. Tous les dimanches, nous revisitons ensemble les événements qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Au menu de notre émission aujourd'hui, la victoire de Benjamin Netanyahou aux primaires du Likoud, le sombre discours du chef d'état-major israélien Aviv Kochavi sur l'avenir de la guerre au Moyen-Orient et enfin la grève de la faim de deux chercheuses, dont l'une française emprisonnée depuis plusieurs mois en Iran. Mais commençons Alexandre, si vous le voulez bien, avec Israël. Benjamin Netanyahou a donc remporté jeudi une large victoire dans les primaires pour la direction du Likoud. Il était opposé à Je m'y attendais et j'en suis très très heureux. Vous allez nous l'expliquer Alexandre. Il était opposé à Gideon Sa'ar qui a obtenu 27,5% des suffrages contre 72,5% pour le Premier ministre. Alors Alexandre, Benjamin Netanyahou sort-il complètement relégitimé politiquement après ce scrutin interne ? Mais oui, mais il fallait être aveugle pour imaginer que le peuple israélien et l'opinion du pays allaient maintenant basculer contre Bibi Netanyahou parce qu'un certain nombre de journalistes et de gens qui le haïssent pour des raisons qui sont toutes mauvaises avaient décidé qu'il en serait ainsi. Mais non, bien sûr, 25% de voix pour Gideon Sa'ar, c'est démocratique, c'est normal, mais bien entendu, ça ne pouvait pas aller plus loin. Personne aujourd'hui en Israël ne souhaite que les choses soient précipitées de la sorte et personne ne souhaite voir Bibi Netanyahou transformé en cible pour un certain nombre d'ambitions différentes. Bien entendu, le triste Lieberman qui injurie toujours le Premier ministre est le prochain sur la liste, car bien entendu, là aussi, il va de soi que les Juifs russes, je me compte parmi eux, bien sûr, dans cette affaire, ne sont pas représentés par ce videur de boîte de nuit de Kishinev en Moldavie, qui est arrivé, on ne sait pas trop comment, en Gehupft wie gesprungen, comme on dit en allemand, on ne sait pas comment il a fait, mais enfin, il n'est pas représentatif de l'opinion juive russe, bien entendu. Nous aimons Vous quand même pensez des gens Alexandre qui ont fait des études, qui sont venus de Moscou ou de Pétersbourg et qui parlent évidemment un bon russe, pas comme ce monsieur. Alexandre, vous pensez qu'Avigdor Lieberman va sortir affaibli par les prochaines élections parlementaires en mars prochain ? Je pense qu'on se débarrassera d'une manière ou d'une autre d'Avigdor Lieberman et toute la question maintenant de trouver un juif russe qui prenne la tête de cette communauté et qui la représente. Eh bien, Dieu sait que nous avons beaucoup de juifs russes qui ont fait de bonnes études, qui parlent un bon russe et qui sont des patriotes russes et israéliens. Et je ne vois vraiment pas pourquoi on est obligé de s'affuler de ce personnage invraisemblable. Après sa victoire, Benjamin Netanyahou a assuré aux militants du Likoud qu'il obtiendrait des États-Unis la reconnaissance de toutes les implantations de Judée-Samarie. Alors deux questions pour vous Alexandre. Est-ce que cela vous paraît réaliste et est-ce que cela vous paraît souhaitable ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que je pense que nous avons fait le tour maintenant de l'idée d'un État palestinien séparé. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons sont bien sûr l'extrémisme d'un certain nombre de dirigeants palestiniens qui font dérailler à chaque fois toutes les propositions de compromis raisonnables qui ont été faites et mettent en danger les dirigeants modérés qui ont eu le courage de prendre à un moment ou à un autre des positions hostiles à l'extrémisme. Mais à un moment donné, ils se condamnent eux-mêmes à mort. C'est évidemment pas la solution. On ne peut pas s'entendre avec des gens pour ensuite les faire tuer les uns après les autres parce qu'ils ont simplement pris des positions de bon sens. Alors que faire ? On ne peut pas ne rien faire. Et cela dit, un phénomène tout à fait extraordinaire est en train de se produire au même moment où nous parlons. C'est-à-dire que, en fait, à l'intérieur même de la communauté palestinienne, eh bien, aujourd'hui, il y a un certain nombre de situations et de statuts qui sont toutes aussi complexes les unes que les autres, mais parmi tous ces statuts, le plus intéressant est celui
des Palestiniens qui ont choisi ou qui se sont trouvés à un moment ou à un autre faire partie de la communauté d'Israël puisqu'ils sont citoyens israéliens. Or, il se trouve, après que ces gens ont été très longtemps considérés comme des parias, des traîtres, des gens impossibles par le peuple palestinien dans son ensemble, aujourd'hui, les choses se sont renversées. Ce sont les Palestiniens citoyens israéliens qui sont la communauté la plus significative et la plus importante de la communauté arabe d'Israël, parce que c'est plutôt que les appeler palestiniens, appelons-les tout simplement arabes d'Israël, car ils le sont. Et ces citoyens arabes israéliens, qui votent par conséquent aux élections, pèsent aujourd'hui par la démographie et aussi, je dirais, par l'évolution naturelle des aspirations de cette communauté d'un poids qui est plus important que les autres Palestiniens, les Palestiniens de Gaza certainement, les Palestiniens qui sont dans les territoires aujourd'hui et qui ne peuvent pas voter, mais qui ont quand même des statuts tout à fait légaux, et enfin les Palestiniens de Jérusalem qui eux-mêmes commencent à envisager très sérieusement de devenir, sans reniement et sans trahison de leurs intérêts nationaux, des citoyens d'Israël, puisque l'élection de Jérusalem est irréversible. Donc, dans ces conditions, eh bien, nous aurons cette communauté arabe israélienne qui est en train de devenir véritablement l'élément d'avant-garde de la communauté palestinienne dans son ensemble, parce qu'elle ne veut pas détruire Israël, elle ne veut pas détruire l'État israélien, elle ne veut pas la remise en cause de l'État-providence israélien, et elle est même prête à accepter, à condition de le faire d'une manière qui ne soit pas humiliante pour elle, le statut de l'État d'Israël comme État des Juifs, et non pas comme État judéo-arabe. Eh bien, une telle évolution est une évolution sans précédent, et une évolution absolument souhaitable dans l'existence même de l'identité palestinienne. Ce qui veut dire, bien sûr, que les Arabes d'Israël vont être la communauté de référence. Et bien entendu, avec eux, eh bien, sans pour autant leur faire des concessions sur tous les points, ils ne sont pas aujourd'hui prêts à le faire. D'ailleurs, leurs attitudes ne sont pas toujours très constructives. Mais enfin, incomparablement, ils sont meilleurs que tous les autres, ne serait-ce que pour cette bonne raison qu'ils parlent et comprennent l'hébreu beaucoup mieux que tous les autres. Et ça leur est d'autant moins difficile que, on le sait, pour un arabe, apprendre l'hébreu est beaucoup plus facile que pour un juif russe ou un juif français comme moi, parce que, bien entendu, l'identité et la rapidité des analogies est tellement évidente. Alexandre, vous pensez donc que Donald Trump, qui va entrer très prochainement en campagne pour la présidentielle américaine, pourrait reconnaître l'ensemble des implantations de Judée-Samarie si Benyamin Netanyahou le lui demandait lors de leur prochaine discussion? Écoutez, il ne faut pas le lui demander, car il ne faut pas mettre en difficulté encore davantage nos amis américains. Bien entendu, tous les Américains qui se respectent et qui réfléchissent à cette question sont tout à fait d'accord pour aider l'État d'Israël dans absolument tous les domaines, mais à condition, bien entendu aussi, que nous ne leur créions pas des problèmes diplomatiques qui sont insolubles. Comment et pourquoi donner, par exemple, à la France, qui a une diplomatie particulièrement lamentable dans ce domaine, des prétextes pour dénoncer les États-Unis? Mais non, ce n'est pas la peine. Il faut laisser les choses continuer sur un plan absolument indéfinissable et laisser tout simplement se faire la logique des choses. Et cette logique, elle est d'abord et avant tout déterminée par la volonté, cette fois-ci inébranlable, de mon ami Adel Djouber, le chef de l'Arabie Saoudite, le véritable, de reconnaître tout de suite l'État d'Israël diplomatiquement, non pas seulement les accords qui ont aujourd'hui lieu pragmatiquement entre le Mossad et les services secrets saoudiens, non pas les petits accords qui ont lieu avec les militaires égyptiens pour remettre de l'ordre dans le Sinaï, non.
Cette fois-ci, il s'agirait d'un texte politique qui consisterait pour l'État saoudien, ou post-saoudien plutôt, faut-il le définir ainsi, les Émiratis et les autres Arabes du Golfe, et Israël, à de se reconnaître mutuellement. Cela a déjà commencé avec les Émirats, mais ça peut être fait beaucoup plus largement grâce justement au cheikh Ben Zayed, qui est l'héritier présomptif du cheikh Zayed, qui fut certainement le plus intelligent et le plus honnête et le plus visionnaire de tous les wahhabites. On reste en Israël, Alexandre, mais pour aborder cette fois des problématiques militaires. Le chef d'état-major israélien s'est exprimé cette semaine à l'occasion de la cérémonie d'hommage annuelle à son prédécesseur, enfin l'un de ses prédécesseurs plutôt, Amnon Lipkin Shahak. Et au cours de son intervention, Aviv Kochavi a lâché une petite bombe. Israël se prépare à une confrontation limitée avec l'Iran, a-t-il affirmé, avant de reconnaître pour la première fois publiquement que l'armée avait frappé des cibles en Irak. Alexandre, est-ce que ce scénario noir qui, selon Kochavi, pourrait se concrétiser dans des circonstances extrêmes, est-ce que ce scénario noir peut présenter un danger inédit pour Israël ? Oui, ce serait très mauvais, bien entendu, que Israël se trouve engagé dans une guerre chaude avec l'Iran. Et c'est d'autant moins nécessaire que, justement, grâce à la diplomatie extraordinaire d'Adel Jouber, nous sommes en train, quand je dis nous, c'est Israël, les Saoudiens et, bien entendu, aussi l'Égypte, de faire venir et de faire évoluer l'Iran d'une manière de plus en plus importante. Et donc, nous sommes en train de gagner les élections iraniennes et de se débarrasser enfin du corps des gardiens de la révolution, des Pasdaran, qui occupent dans un véritable putsch l'État iranien, l'État irakien et beaucoup d'autres endroits de la terre. Mais rien de tel ne va se réaliser, mais un tel avertissement est de nature à déstabiliser un peu plus en profondeur l'État iranien, où l'opinion est évidemment très favorable à la paix avec Israël, la paix avec l'Arabie saoudite et la paix en général, parce que, bien entendu, l'Iran est lui-même à genoux en raison de la politique inepte qu'ont menée les gardiens de la révolution et les extrémistes iraniens. On sait très bien que ce sont parmi les êtres les plus nocifs de la terre, et surtout leur chef, Qasem Soleimani. Mais on sait aussi que la solution ne consiste ni à assassiner Qasem Soleimani, ni à briser une fois pour toutes l'arrogance des gardiens de la Révolution. Il suffit de leur envoyer de temps en temps des avertissements sans frais, et ils savent très bien qu'ils paieront à ce moment-là. Et donc, dans ces conditions, je pense que nous connaissons déjà une coalition animée par Netanyahou, avec son ami Vladimir Poutine et avec, bien entendu, les Iraniens les plus pragmatiques, dont le ministre des Affaires étrangères Zarif, dont je sais pertinemment qu'il est un grand ami du chef même de la révolution saoudienne, Adel Jouber. Je sais que là, il existe véritablement une alliance, et une alliance qui sera finalement déterminante, et dans laquelle Trump, qui ne manque ni de bon sens, ni de volonté de survie, a décidé lui aussi de s'inscrire. Donc, bien entendu, tout n'est pas fait, loin de là, et nous avons encore beaucoup à craindre, mais je pense que l'avertissement sans frais que leur envoie Tsahal aux amis iraniens sera effectif. Et d'abord et avant tout sur Qasem Soleimani, qui est loin d'être un imbécile, à la différence du vieux gardien, du vieux chef des gardiens de la révolution et de l'État iranien. Le guide suprême Ali Khamenei. Pardon ? Le guide suprême Ali Khamenei. Khamenei, guide suprême. On les droits en tombent de penser qu'il a droit encore à un tel titre, mais enfin, effectivement, il est assez gâteux. C'est un ancien agent soviétique d'ailleurs. Et c'est un personnage absolument sans aucune distinction, ni intellectuelle, ni morale. Mais il est encore là, à occuper le terrain, et bien entendu, c'est lui le premier visé par tout cela. Mais il y a bien entendu la substitution, et qui m'a été désignée depuis longtemps par Candy Rice, qui est donc l'ancienne secrétaire d'État de George W. Bush, et qui, à mon avis, garde des chances tout à fait sérieuses dans la nouvelle élection présidentielle américaine. En tout cas, Candy Rice
m'a dit, tu sais, je pense que l'homme le plus estimable que nous avons et le plus important aujourd'hui dans cette région, c'est l'ayatollah Sistani. Alors l'ayatollah Sistani, c'est le chef des ayatollahs, bien entendu, en Irak, mais aussi en Iran, puisqu'il y a une espèce de plébiscite avec des cotisations. Et aujourd'hui, il représente à peu près 6 fois en dons volontaires ce que reçoit le triste Khamenei. Et donc, bien entendu, Sistani est à la fois le patron de l'Irak et de l'Iran. C'est bien entendu pas du tout un Irakien, comme on le croit, mais comme je dis, m'avait dit qu'un des ennemis américains aussi, oui, nous savons que, bien sûr, il est en Irak, mais qu'il est très pro-iranien. Je dis, il n'est pas pro-iranien, il est iranien. Il est né en Iran. Et bien entendu, il est venu par la suite en Irak faire ses études à Najaf, une des villes saintes, une des Haouza les plus importantes du chiisme irakien. Mais bien entendu, il est iranien comme père et mère. Et bien entendu aussi, le respect dont il est entouré vaut aussi bien pour les chiites irakiens, pour tous les Irakiens en général, qui admirent sa modération et son courage, mais aussi pour tous les Iraniens. Et bien entendu, cet homme-là, c'est notre allié, et notre allié véritablement fidèle et sérieux. Et il est en train de gagner, d'utiliser cette vraie révolution démocratique qui balaye aujourd'hui l'Irak, qui balaye déjà le Liban, avec l'aide, bien entendu, là, ici encore, de nos amis russes, et qui, bien entendu, aussi commence à atteindre directement la Syrie. Donc nous avons aujourd'hui un processus révolutionnaire, démocratique, qui est exactement la fin, c'est-à-dire la libération, la Géoula, de l'ensemble de ces pays qui ont été opprimés terriblement par la révolution iranienne et déjà par la chute, bien entendu, du Shah d'Iran au moment de l'arrivée de Khomeini au pouvoir. C'est la fin du communisme et c'est le début, effectivement, d'une véritable réconciliation de tous ces peuples et d'Israël. On sait très bien que les Iraniens n'ont jamais éprouvé le moindre antisémitisme, ça fait partie de leur code génétique. Et toutes les tentatives des mollahs pour provoquer cet antisémitisme en Iran se heurtent à l'indifférence de l'opinion. Mais on ne le savait peut-être pas pour l'Irak à ce point, mais c'est exactement la même chose. Et donc, tous ces pays que nous avons aimés dans l'histoire, béni soit la Syrie, et béni soit Israël, béni soit Babylone que j'ai faite de mes mains. Et c'est bien ça ce que dit l'Écriture. C'est-à-dire que Dieu, bien entendu, n'a jamais été fâché contre nos peuples environnants. Ils veulent simplement qu'ils reconnaissent Israël. C'est ce qui est en train de se passer. Autre sujet dans l'actualité cette semaine, Alexandre, la grève de la faim entamée par l'anthropologue Fariba Adelka, chercheuse franco-iranienne au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris. Elle est emprisonnée depuis juin dernier en Iran, qui l'accuse d'espionnage. Une autre chercheuse australienne emprisonnée a également démarré une grève de la faim cette semaine. Alexandre, qu'est-ce que les autorités françaises peuvent faire pour obtenir la libération de cet universitaire ? On va continuer à faire pression et je pense que nous y arriverons. Fariba Adelka, c'est drôle, je la connais fort bien. Et elle me redoutait beaucoup parce qu'elle savait que Pourquoi ? je connaissais l'Iran. Eh bien, parce qu'elle pensait que j'étais, comme tous ces gens-là, l'agent sioniste numéro 1, ce que je n'étais pas d'ailleurs. Mais enfin, mes convictions pro-israéliennes étaient connues et elle me regardait avec beaucoup de méfiance, bien sûr. Et la pauvre, elle était une patriote iranienne, bien sûr. Et puis, bien sûr, elle a certainement essayé en Iran de toucher un certain nombre de milieux d'opposition. Elle a fini par être trouvée par le contre-espionnage des gardiens de la Révolution. Et ils veulent lui faire payer, évidemment, ce qui est à leurs yeux une trahison majeure. Mais bien entendu aussi, à un moment donné, c'est le même chantage dont les Anglais ont également victimes avec certains de leurs ressortissants. Eh bien, ces pourris iraniens finiront par lâcher. Probablement faudra-t-il les payer d'ailleurs, mais ils finiront par lâcher. Et donc, à ce moment-là, nous récupérerons Fariba Adelka, qui aura beaucoup changé par rapport à l'époque où je la connaissais. Alexandre, vous vouliez adresser un message à nos auditeurs ?
Écoutez, oui, nous sommes au point culminant de la fête de la fête des Lumières, de la fête de Hanouka. C'est un moment très important. Alors bien entendu, toutes les fêtes de Hanouka sont importantes. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même dans un moment tout à fait extraordinaire, celui que j'ai évoqué avec vous, un moment qui, je n'hésite absolument pas à qualifier de messianique. Alors, je ne suis pas allumé, bien entendu, parce que je ne pense pas que le Messie va venir sur un cheval pour libérer Israël. Non, tout ça, c'est une métaphore. Mais le moment messianique n'est pas la fin de l'histoire. C'est simplement un moment que nous traversons et qui se déroule sous nos yeux incrédules. Mais bien, les choses se passent. Israël est en train d'être reconnu par toutes les nations. Israël est en train de surmonter le problème palestinien, qui est le problème numéro un qu'elle doit résoudre. Elle est en train de trouver des solutions intelligentes à peu près pour tous les phénomènes. Et je dirais même que Bibi Netanyahou, dont je n'étais pas un partisan inconditionnel, je n'ai pas aimé la façon dont, par exemple, il a déstabilisé quelqu'un que j'aime profondément comme Tzipi Livni, et à laquelle je vais rendre hommage maintenant sur cette antenne. Eh bien, Bibi Netanyahou a connu une véritable transformation de lui-même extraordinaire et dans laquelle je vois quand même la main, non pas de Dieu, il ne faut pas parler comme ça, ce serait une injure faite à la face du Créateur. Non, mais je pense qu'en revanche, il a été amené à changer beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Il y a un kibbutz galuyot, une union d'un certain nombre de forces qui jusqu'ici étaient disjointes et qui font mouvement les unes vers les autres. C'est incontestable, ce sont des choses que je n'aurais pas imaginées moi-même, bien sûr, mais elles viennent. Bon, eh bien, quand nous vivons une période comme celle-là, je ne dis pas, bien sûr, qu'il faut aller à la synagogue et se prosterner, mais enfin, nous pourrions quand même penser qu'il y a des forces incroyables qui sont aujourd'hui en train de se mettre en mouvement. Et quand je dis ces forces, je les décris comme elles sont, je ne les invente pas. Eh bien, merci Alexandre pour cette conclusion. C'est la fin de ce 6e numéro de Mondovision, l'émission géopolitique de Radio J. Merci Alexandre Adler de nous avoir délivré quelques clés de lecture du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée et bonne semaine à vous. Et Hak Sameh à tous.